Économie le Max sur i24 News, soyez les bienvenus. Voici le sommaire de cette édition. La Turquie au cœur des attentions, des préoccupations à l'heure où sa monnaie ne cesse de s'effondrer sur le marché des changes. Peut-on parler d'une menace pour une économie habituée durant une décennie à des taux de croissance records? Les Turcs s'inquiètent pour leur pouvoir d'achat. Les investisseurs espèrent davantage de stabilité. On en parle dans un instant. Et puis en quelques décennies, le Ternion de Haïfa est devenu une référence en termes de recherche scientifique et même une usine à prix Nobel. Son avenir passe aussi, vous le verrez, par un vrai savoir-faire en matière de management. Quand l'entrepreneur se met au service de l'ingénieur, gros plan sur le nouveau MBA israélien dans quelques minutes. Voilà pour les titres, merci d'être avec nous. On commence avec l'essentiel de l'actualité économique du jour. Et à la une aujourd'hui, l'Argentine qui symbolise à elle seule la phase de turbulence que traversent actuellement les pays émergents. Les autorités de Buenos Aires ont légèrement desserré hier les taux autour de l'achat de devises par les particuliers. Ceux-ci peuvent désormais acheter jusqu'à $2000 par mois suivant leurs revenus. L'épargne en dollars ne doit pas dépasser 20% du salaire, une mesure qui concerne les salariés et les indépendants. Malgré tout, cette ouverture reste limitée. Du coup, le marché noir du dollar est reparti à la hausse. On sait que l'Argentine reste en proie à une très forte inflation à 28% sur un an. Il y a une érosion de ses réserves. La population n'a plus confiance en sa monnaie, le peso. Il y a de très fortes chances qu'une crise profonde survienne avec un impact tel sur l'activité que nous connaissions une récession. Si pendant un mois je suis rentable et que je gagne 10 le mois suivant avec le même volume de travail, je ne vais gagner que 8. Et ainsi de suite jusqu'à un point où cette rentabilité va descendre jusqu'à 0. Et puis sous des valeurs négatives. Voilà, Cristina Kirchner, la présidente argentine, a dénoncé hier, je cite, des pressions spéculatives contre les monnaies des pays émergents. En Chine, c'était l'heure de vérité pour la finance de l'ombre. Quelques 360 millions d'euros, 3 milliards de yuan, menacés de partir en fumée. Mais la catastrophe a été évitée pour les clients de China Credit Trust. Ils avaient placé leur argent pour financer une mine de charbon qui n'a jamais vu le jour. Finalement, à J-3 d'un défaut de paiement, un accord a été trouvé pour rembourser les particuliers. Les détails restent inconnus. Seule une partie des intérêts pourrait être perdue définitivement. China Credit Trust affirme avoir trouvé un nouvel investisseur pour racheter la dette. Mais pour les experts, aucun doute, Pékin est intervenu dans ce dossier pour éviter une panique au sein de son système financier. Selon Moody's, cette finance de l'ombre pèse aujourd'hui en Chine 4 800 milliards de dollars. Du high-tech, c'était l'heure des résultats du côté d'Apple. 4 jours après les bons scores de Microsoft, le géant californien a annoncé hier un chiffre d'affaires trimestriel de 57,6 milliards de dollars, en hausse de 3,1 milliards pour la période octobre-décembre. Il est au-dessus des attentes. Le bénéfice net est lui stable à 13,1 milliards. 51 millions d'iPhone ont été vendus contre 47,8 un an avant. C'est un record historique, mais en dessous des espérances. Record également, on l'a appris ce matin, pour les ventes mondiales de smartphones qui ont dépassé pour la première fois le milliard d'unités dans le monde. Samsung confirme son leadership devant Apple. Suivent ensuite le chinois Huawei, le coréen LG et un autre chinois, Lenovo. Et puis en France, cette fois, c'en est fini des espoirs de François Hollande et du gouvernement. La courbe du chômage ne s'est pas inversée en fin d'année dernière. Et c'est même le contraire, 10 200 chômeurs de plus en France en décembre. Et sur l'ensemble 2013, la hausse est de 5,7% contre 10% en 2012. Et dans ce contexte, l'Élysée a démenti ce matin les rumeurs autour de l'arrivée de Peter Hartz, un chantre du modèle social-démocrate en Allemagne, au sein des conseillers de François Hollande. L'Élysée qui confirme en revanche un entretien informel. Écoutez à ce propos le commentaire du patron de la CGT. Écoutez, c'est le père des Eurojobs. Oui. Il faut prendre du travail pour 1 euro de l'heure. Voilà, c'est lui qui a inventé cette formule. Bon. Je pense que notre président de la République est souvent sous les jupons d'Angela Merkel dans la période. Il faut qu'il en sorte. Voilà. Il faut qu'il en sorte. Il faut qu'il sorte du pacte de stabilité, comme il s'y était engagé. C'est dans un contexte pour le moins agité que François Hollande est arrivé hier en Turquie. Depuis plusieurs semaines, Ankara voit sa monnaie s'effondrer face au dollar et à l'euro, 30% en un an. Et à l'origine, un scandale de corruption au plus haut niveau politique. Une menace pour une économie qui a vu son PIB par habitant tripler en 10 ans. La Banque centrale espère mettre un terme à la dégringolade de la lira, la livre turque, et apaiser les marchés financiers. Pour l'heure, ce sont les commerçants qui constatent les dégâts. Regardez. Moins 50, moins 90%, c'est la valse des étiquettes en Turquie. Normal, les soldes battent leur plein.
Ce qui est plus inquiétant, c'est la baisse de la livre turque. La monnaie nationale a perdu 10% depuis le 17 décembre, date à laquelle a éclaté le scandale de corruption qui éclabousse le Premier ministre Erdogan. Résultat, la livre a frôlé la barre des 2,30 livres pour $1 et a franchi celle des 3,13 livres pour €, des cours planchers historiques. Conséquence, les Turcs sont inquiets pour leur bas de laine, traumatisés par la crise de 2001 qui avait fait chuter leur monnaie de 50% face au dollar. Afin de se protéger, ils se tournent vers des actifs étrangers et ils augmentent les dépôts en devises. Dollars, euros ont donc les faveurs des Turcs qui, dans le même temps, ralentissent le rythme de leurs achats, faisant preuve de prudence. C'est ce que constatent les commerçants. Depuis le 17 décembre et les problèmes politiques, nous avons une baisse de 80% dans nos affaires. Nos ventes ont chuté de 70% depuis le 17 décembre dernier. Les clients se font rares dans les magasins, l'heure est à la morosité, sauf peut-être pour les touristes qui bénéficient d'un taux de change très avantageux, ce qui les pousse à la consommation. J'ai acheté plus que ce que j'avais prévu. J'ai acheté 1 ou 2 tapis et puis j'ai dépensé le reste pour mon ami. J'ai acheté plus de choses que d'habitude, parce qu'ici c'est moins cher que dans mon pays. Et j'adore faire du shopping. Mais les touristes ne suffiront pas à compenser la frilosité des Turcs. Les économistes estiment que la chute de la livre pourrait plomber l'objectif de croissance fixé à 4% pour 2014 par le gouvernement. Voilà, la Banque centrale de Turquie qui doit annoncer ce soir de nouvelles mesures pour assurer la stabilité des prix. Alors ça relance évidemment les spéculations autour d'une hausse éventuelle des taux d'intérêt avec un risque évident pour la croissance. Et pour en parler, nous sommes en ligne avec Sylvain Bellefontaine, économiste pour BNP Paribas et spécialiste entre autres de la Turquie. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Alors d'abord, est-ce que cette crise de la monnaie turque, elle s'explique vraiment par ce scandale de corruption et par la crise politique qui a suivi, ou bien c'est la goutte d'eau après les émeutes du printemps dernier et puis après la conjoncture internationale actuelle? Disons que le climat politique est vraiment très tendu. Clairement, c'est un facteur majeur. Mais je pense que ceci, combiné à certaines fragilités macroéconomiques, a généré une défiance de la part des investisseurs vis-à-vis du risque turc. En termes de fragilité, je mentionnerais un déficit du compte courant important, une inflation élevée et des entreprises fortement endettées en devises. Alors justement, c'est ça, les vrais talons d'Achille de cette économie turque qui finalement, jusqu'à ce scandale, étaient présentés comme exemplaires, c'est au niveau du déficit courant avec cette forte dépendance énergétique. Oui, la dépendance énergétique elle est très importante, c'est-à-dire que le déficit énergétique est de l'ordre de 4% du PIB en moyenne depuis 10 ans, et puis là on est plus autour de 6% maintenant. Donc c'est vraiment un facteur aggravant qui fait que les investisseurs étrangers, à l'heure actuelle, ont discriminé au niveau des risques et certains pays, dont la Turquie au premier chef, sont impactés fortement par les retraits de capitaux. Ouais. Alors on entend souvent ces jours-ci que les acquis économiques de ces dernières années sont menacés aujourd'hui. Est-ce qu'on n'assiste pas plutôt finalement à un phénomène d'ajustement qui serait arrivé de toute façon tôt ou tard? Bon, ça fait un certain temps déjà que je dis qu'un ajustement macroéconomique important doit arriver dans ce pays. On a vu en 2012 que la croissance économique avait ralenti fortement et on avait eu qu'un ajustement modéré, on va dire, de l'inflation et du déficit courant. Donc, de mon point de vue, un épisode récessif n'est pas à exclure dans les prochains mois, qui pourrait entraîner un ajustement. Donc ça reste conjoncturel. Est-ce qu'il faut s'inquiéter d'un tassement de la croissance à partir de cette année? Le boom en Turquie, c'est terminé pour vous? Oui, clairement. Nous, on prévoit chez BNP Paribas un ralentissement à peu près 3% de la croissance cette année. C'est une prévision que l'on maintient depuis un certain nombre de mois. Et donc, ça pourrait même être bien moindre. Mais pour l'instant, on voit que l'activité reste soutenue et il y a un effet d'acquis quand même intéressant, puisque la fin d'année 2013 a été plutôt bonne. Ouais, 9,2% de croissance en 2010, 2,2% seulement en 2012. Qu'est-ce qui pourrait, selon vous, rassurer maintenant les investisseurs? Est-ce que c'est une intervention pertinente de la Banque centrale, peut-être même dès ce soir, des gages de stabilité au niveau politique aussi? Oui, alors au niveau de la Banque centrale, oui, il y a une réunion exceptionnelle qui est prévue ce soir.
Donc c'est vraiment important parce qu'il n'y a pas eu de réunion exceptionnelle de la Banque centrale depuis 2006 en Turquie. Donc il y a vraiment le feu quelque part. Et donc les membres du board vont se réunir. Donc nous on attend un message fort de la part de la Banque centrale, une hausse des taux de l'ordre de 300 ou 400 points de base serait le bienvenu. Et aussi d'un point de vue méthodologique, une normalisation du cadre de politique monétaire qui est aujourd'hui très complexe, qui manque de lisibilité et de crédibilité de notre point de vue. Merci Sylvain Bellefontaine pour toutes ces explications. Allez, deuxième dossier du jour, des idées, du talent, de la créativité. Ce n'est pas ce qui manque en Israël et en particulier au célèbre Technion de Haïfa. Là-bas se concentre l'élite scientifique et technologique du pays. Mais aujourd'hui, inventer ne suffit plus. Il faut aussi savoir valoriser ses réalisations. Et c'est pour mieux y parvenir que cette université a décidé de lancer l'an dernier un nouveau diplôme. Son objectif, fournir à cette industrie de la start-up israélienne une armée d'entrepreneurs à son niveau. Regardez. Avec 3 prix Nobel en 7 ans, le centre Technion de Haïfa s'est hissé parmi les meilleures universités du monde. L'enseignement est spécialisé dans la recherche et l'innovation, source d'inspiration pour de nombreuses start-up israéliennes. En octobre 2013, Technion a décidé de forcer le trait et a donc créé un MBA spécialisé dans les start-up, un projet inédit. La gestion d'entreprise au cœur de l'enseignement du MBA traditionnel sera alors spécifiée au secteur de l'innovation et de la haute technologie. Le programme est encore littéralement en construction, mais il a déjà réussi à attirer des étudiants du monde entier, venant de Chine, du Venezuela ou bien même du Mexique. Quand on parle de start-up, c'est ici que ça se passe. C'est bien plus important que n'importe où dans le monde. D'autres grandes écoles de commerce comme Stanford ou Booth à Chicago intègrent dans leur cursus des formations high-tech. C'est donc une tendance que Myriam Erez a conceptualisée. Cofondatrice du MBA, ce sont les valeurs propres à Israël qui, selon elle, aident les élèves à devenir de véritables innovateurs. Certaines cultures ne tolèrent pas une flexibilité. Tout doit être clairement défini, les règles et les procédures. Puis on attend la signature du patron au patron. En Israël, ce n'est pas le cas. Les Israéliens sont très ouverts sur ces questions. Ce nouveau MBA permettra aux étudiants d'avoir accès à la haute technologie des entreprises multinationales, mais aussi de faire des stages parmi les 4000 startups de Tel Aviv. Financièrement, ce MBA donne aussi quelques avantages. Les frais de scolarité annuels sont de $35 000 contre $200 000 dans d'autres MBA. Et la formation ne dure qu'1 an au lieu de 2 traditionnellement. Et après les élites universitaires, place aux élites politiques. C'est l'heure du Media Watch. La revue de presse et crise oblige, même les souverains sont parfois priés de faire quelques efforts à leur niveau. Et la reine d'Angleterre n'échappe pas à la tendance. Bonjour Marie Semelin. Bonjour. Quand le Parlement britannique fait pression sur le palais, racontez-nous tout cela. Oui, en fait, le comité des comptes publics a rappelé à l'ordre les gestionnaires de la fortune royale, parce qu'en temps de crise, tout le monde doit se serrer la ceinture, même la reine. Alors depuis le début de la crise, elle a quand même baissé ses frais de presque 5%, mais ça n'est pas assez pour les auteurs de ce rapport qui lui disent, je cite, qu'avec un meilleur savoir-faire commercial, il y a possibilité de faire plus avec moins et de réduire davantage les coûts, exactement comme pour une entreprise. Alors justement, on en est où concrètement au niveau des ressources financières ? En fait, elles sont complètement à sec. Elles ont atteint le niveau historiquement bas de 1 million de pounds. Ça fait à peu près 1,2 million d'euros. C'est un chiffre symbolique qui permet au Télégraphe de faire cette une, la reine réduite à son million. Mais pour repartir sur de bonnes bases, le budget 2013-2014 qui a été accordé à la famille royale est de 36 millions de pounds. C'est 5 millions quand même de plus que l'année dernière. Et tant mieux pour eux parce qu'ils l'avaient dépassé. Et on imagine qu'on apprend aussi d'autres choses dans ce rapport assez étoffé, on l'a compris. Oui, les auteurs recommandent en fait de consacrer une partie de leur revenus à la rénovation des monuments d'importance nationale. Par exemple, le palais de Buckingham. C'est un château qui a 300 ans où l'électricité date de 1949 et n'a pas été rénovée depuis, qui est truffé d'amiante et où il y a même des fuites dans le toit, ce qui oblige le personnel du château à mettre des seaux d'eau pour éviter les dégâts. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que c'est quand même assez original. Et en fait, on considère que 40% des propriétés de la famille royale sont en dessous d'un état normal, sont donc en mauvais état. Il faudrait 50 millions de pounds pour les rénover correctement. Quand même. Et alors, qu'en pensent les autorités qui gèrent les biens de la couronne ? Est-ce que c'est l'austérité ? En fait, eux disent que depuis 20 ans, le gouvernement a réduit leurs revenus de presque 60%.
10%, et que donc ils n'ont pas forcément les moyens de tout faire. Et donc, le comité des comptes publics leur conseille de diversifier leurs revenus et leur activité commerciale. Par exemple, d'ouvrir le palais de Buckingham et de le louer pour des événements commerciaux. Ce qui nous donne ce joli article du Daily Mail. Rent out your palace, ma'am. Louez votre château, madame. Ouais, une vraie logique économique. Il faudra peut-être bientôt indexer les revenus du palais sur la courbe de la croissance. On ne sait jamais, pourquoi pas. Merci Marie et à demain. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Économie Le Mag revient demain avec entre autres un reportage sur les 40 ans de présence d'Intel en Israël. D'ici là, restez avec nous, l'info continue.